Le neurophilosophe de l'amour, trouver le bonheur et cultiver l'amour avec la science et la philosophie. Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'amour et du bonheur, un voyage qui allie la science et la philosophie pour nous aider à mieux comprendre l'un des aspects les plus profonds de notre existence. Si vous écoutez ce livre, c'est que vous cherchez sans doute des réponses, des conseils ou simplement une manière de voir l'amour et les relations sous un autre angle. Vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons plonger dans l'intersection fascinante de la philosophie et des neurosciences pour découvrir comment l'amour peut transformer nos vies. L'amour, ce sentiment qui a inspiré les poètes, les philosophes, les artistes à travers les âges, est souvent perçu comme une expérience mystérieuse, imprévisible et parfois même incontrôlable. Pourtant, les découvertes récentes en neurosciences nous montrent que ce n'est pas tout à fait le cas. L'amour, aussi poétique soit-il, est aussi profondément ancré dans notre cerveau. Il obéit à des règles et des mécanismes que nous pouvons comprendre et dans une certaine mesure, influencer. Imaginez que nous puissions combiner les enseignements de Platon, d'Aristote, des stoïciens, avec les dernières découvertes sur la chimie de notre cerveau. Imaginez un instant que nous puissions explorer les mystères de l'amour à travers des recherches scientifiques qui nous révèlent comment nos émotions, nos pensées et même nos interactions façonnent nos relations. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans ce livre. Chaque chapitre est un pas vers une meilleure compréhension de l'amour, de ce qu'il est réellement et de comment il peut nous aider à être plus heureux. Car oui, l'amour est un facteur clé de notre bien-être. Des études scientifiques montrent que les personnes qui entretiennent des relations saines et épanouissantes sont non seulement plus heureuses, mais aussi en meilleure santé. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous cultiver cet amour et ce bonheur dans notre vie. Que nous soyons en couple, célibataires ou en quête de l'âme sœur. Ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre l'amour, non seulement comme un sentiment, mais comme une expérience complète qui engage à la fois notre esprit, notre corps et notre âme. Nous explorerons ensemble des études surprenantes, des idées philosophiques inspirantes et des conseils pratiques pour nourrir et renforcer vos relations. Parce que oui, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Peut-être vous trouvez-vous à un carrefour dans votre vie amoureuse. Peut-être avez-vous des doutes, des peurs ou des regrets. Sachez que tout cela est normal. Mais ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que l'amour est bien plus qu'un simple ressenti passager. Il est un choix, un art, une construction. Et vous avez le pouvoir, en comprenant mieux les mécanismes de votre esprit et les enseignements de la philosophie, de construire un amour épanouissant et durable. Nous commencerons par explorer les fondements philosophiques de l'amour, avant de plonger dans la neurochimie qui façonne nos émotions. Nous verrons comment la science peut réellement nous guider dans la recherche de l'âme sœur. Nous parlerons des petits gestes qui nourrissent l'amour, de l'importance de la communication et de comment raviver la flamme dans une relation à long terme. Nous explorerons également l'amour de soi, car il est la base de toute relation saine. Et enfin, nous aborderons l'amour inconditionnel, cette force ultime qui transcende les mots et les gestes. Ce livre est une invitation à la réflexion, à l'exploration de soi et de l'autre. Il s'appuie sur des recherches scientifiques rigoureuses et des réflexions philosophiques profondes pour vous offrir des outils concrets et des perspectives nouvelles. À chaque étape, nous vous encouragerons à prendre un moment pour réfléchir, pour ressentir et pour agir. Car l'amour n'est pas seulement une idée à comprendre, c'est une expérience à vivre pleinement. Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes, à remettre en question certaines idées reçues et à trouver des réponses à certaines des questions les plus profondes sur l'amour. L'objectif de ce livre est simple. Vous aider à être plus heureux dans vos relations, à trouver
et à cultiver l'amour, et à enrichir votre vie par la compréhension et l'expérience de l'amour. Alors, commençons ce voyage ensemble. Vous êtes sur le point de découvrir des secrets qui peuvent transformer votre vision de l'amour et de la vie. Et rappelez-vous, l'amour est à la portée de tous. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Vous avez le droit au bonheur. Et cela commence ici, maintenant. Chapitre 1. La philosophie de l'amour. Une histoire ancienne et moderne. L'amour est une question qui fascine les êtres humains depuis des millénaires. Les philosophes, depuis l'Antiquité, ont cherché à comprendre ce que signifie aimer et être aimé. Dans ce premier chapitre, nous allons explorer les différentes visions de l'amour à travers l'histoire, en commençant par les philosophes grecs et en progressant jusqu'à des idées plus modernes. Nous allons voir comment ces réflexions philosophiques peuvent éclairer notre compréhension de l'amour aujourd'hui et nous guider vers des relations plus épanouissantes. Pour commencer, plongeons-nous dans les réflexions de Platon. Dans son ouvrage « Le banquet », Platon présente l'amour comme une quête de la beauté et de la vérité. Selon lui, l'amour est ce désir puissant de trouver notre moitié perdue, notre âme sœur, pour atteindre une forme de complétude. C'est une vision idéalisée de l'amour, une quête presque mystique de quelque chose qui dépasse notre existence. Cela peut sembler poétique, mais si nous y réfléchissons bien, cette idée a imprégné la société moderne. Nombreux sont ceux qui cherchent l'âme sœur, cette personne unique qui nous rendra enfin complets. Mais il y a une autre vision qui nous est offerte par Aristote. Contrairement à Platon, Aristote considère l'amour, ou plutôt l'amitié, comme un acte vertueux. Il soutient que l'amour véritable est celui qui nous pousse à rechercher le bien de l'autre. Un amour basé sur la vertu, le respect et l'admiration réciproque. Selon lui, le bonheur dans une relation est le fruit de l'effort commun pour atteindre le bien-être ou eudémonia. C'est une vision plus pratique, moins idéalisée, qui nous rappelle que l'amour n'est pas seulement une émotion ou une passion, mais aussi un choix et une construction. Cette distinction philosophique est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle nous montre que l'amour peut être à la fois un idéal vers lequel nous tendons et une pratique quotidienne que nous cultivons. Les neurosciences modernes rejoignent cette idée. Des études ont montré que l'amour n'est pas un état fixe, mais plutôt un processus en évolution constante. Le professeur Helen Fisher, une anthropologue de renom, a démontré dans ses recherches que le sentiment amoureux est composé de différentes phases, l'attraction, l'attachement et le lien profond. Cela rejoint l'idée aristotélicienne selon laquelle l'amour véritable se construit et évolue. Ce que Platon, Aristote et les neurosciences nous apprennent, c'est que l'amour n'est pas seulement une question de trouver la bonne personne, c'est avant tout une question de connexion et d'engagement. L'idée platonicienne de l'âme sœur peut nous inspirer, mais il est tout aussi important de se rappeler qu'un amour durable repose sur des actes concrets et une volonté de grandir ensemble. En d'autres termes, l'amour est à la fois un rêve et une réalité à construire. Cela nous amène à une réflexion importante. Nous pouvons tous cultiver cet amour dans notre vie. Cela commence par la compréhension que l'amour n'est pas seulement un coup de foudre ou une passion éphémère. C'est un engagement envers l'autre, un travail constant pour créer une relation épanouissante. Ce que les philosophes et les neuroscientifiques nous disent, c'est que nous avons tous la capacité de construire l'amour que nous désirons. La recherche sur le cerveau montre que l'attachement et le lien profond se renforcent par les actions quotidiennes, les gestes de tendresse, les paroles bienveillantes et le temps passé ensemble. Une étude menée à l'Université de Californie a révélé que les couples qui expriment régulièrement de la gratitude l'un envers l'autre
développent des liens plus solides et ressentent plus de satisfaction dans leurs relations. Cette recherche souligne un point crucial. L'amour, tel qu'Aristote le décrit, est un acte de vertu. Lorsque nous faisons preuve de gratitude, de générosité et de bienveillance, nous nourrissons l'amour et renforçons notre relation. Cela signifie que vous avez le pouvoir, chaque jour, de construire et de renforcer l'amour dans votre vie. Cela nous amène également à reconsidérer l'idée de l'âme sœur. Au lieu de penser qu'il y a une seule personne qui nous est destinée, nous pouvons adopter une perspective plus réaliste et en même temps plus libératrice. Les études en psychologie montrent que la compatibilité se construit à travers le temps et l'expérience partagée. Les valeurs communes, la compréhension mutuelle et l'engagement à faire grandir la relation sont autant de facteurs qui contribuent à cette compatibilité. Cela signifie que, si nous cultivons l'amour avec attention et bienveillance, nous pouvons trouver notre âme sœur à travers la personne avec laquelle nous décidons de construire notre vie. Alors, comment appliquer ces réflexions philosophiques et scientifiques dans notre propre vie ? Cela commence par changer notre vision de l'amour. Au lieu de le voir comme quelque chose qui nous arrive par chance, voyons-le comme une construction, une œuvre d'art. Vous avez le pouvoir de créer et de nourrir l'amour dans votre vie, que vous soyez en couple ou à la recherche de l'amour. Rappelez-vous, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement envers l'autre et envers soi-même. Vous méritez un amour épanouissant et vous avez les ressources intérieures pour le construire. Les philosophes de l'Antiquité et les neuroscientifiques d'aujourd'hui s'accordent sur ce point. L'amour est un acte, un processus, une évolution. Vous pouvez choisir, chaque jour, de construire un amour durable et sincère. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer la chimie de l'amour, comment nos cerveaux sont programmés pour ressentir ces émotions intenses et comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour renforcer nos relations. Vous verrez, la science de l'amour peut nous offrir des clés précieuses pour mieux comprendre et vivre l'amour. Chapitre 2. La chimie de l'amour, ce que la science dit de nos émotions. L'amour, ce sentiment si puissant, peut parfois sembler mystérieux et incontrôlable. Mais saviez-vous que l'amour est profondément ancré dans notre biologie ? Notre cerveau, ce chef d'orchestre de nos émotions, joue un rôle crucial dans ce que nous ressentons lorsque nous tombons amoureux. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment la chimie de notre cerveau influence nos relations et comment cette compréhension peut nous aider à nourrir l'amour au quotidien. Commençons par la dopamine, souvent surnommée l'hormone du plaisir. Lorsque vous ressentez de l'attirance pour quelqu'un, votre cerveau libère une quantité importante de dopamine, ce qui crée cette sensation de joie, d'excitation et même d'obsession que l'on associe à l'amour naissant. Des études ont montré que cette libération de dopamine se produit particulièrement dans une zone du cerveau appelée l'aire tegmentale ventrale, qui fait partie du système de récompense. Ce mécanisme a été mis en évidence par une étude réalisée à l'université Rutgers, où les chercheurs ont scanné le cerveau de personnes profondément amoureuses. Ils ont constaté une forte activité dans cette zone lors de la visualisation de photos de leur partenaire. Cette réaction chimique peut expliquer pourquoi, au début d'une relation, nous avons parfois l'impression d'être sur un petit nuage, absorbé par l'autre. Maintenant, parlons de l'ocytocine, que l'on appelle souvent l'hormone de l'amour ou l'hormone du lien. L'ocytocine joue un rôle essentiel dans le développement de l'attachement et de l'intimité. Des recherches ont montré que l'ocytocine est libérée en grande quantité lors de moments de proximité physique, comme les câlins, les baisers et les rapports sexuels. Cette hormone crée un sentiment de confiance et de sécurité, renforçant le lien entre les partenaires. Une étude menée à l'université de Zurich a démontré que les couples ayant des niveaux plus élevés d'ocytocine étaient plus susceptibles de se soutenir mutuellement lors de situations stressantes. Cela signifie que l'amour est non seulement un sentiment,
mais aussi une force biologique qui peut renforcer notre bien-être et notre résilience. Alors, que pouvons-nous tirer de ces découvertes pour améliorer notre vie amoureuse? D'abord, comprendre que les sentiments amoureux ont une base biologique ne signifie pas que l'amour est purement mécanique. Au contraire, cela montre que nous avons la capacité d'influencer nos émotions et nos relations de manière consciente. Par exemple, en étant attentif aux moments d'intimité et en créant des occasions de proximité physique, nous pouvons favoriser la libération d'ocytocine et renforcer notre lien avec notre partenaire. Les petites attentions, les câlins et le simple fait de se tenir la main sont autant de moyens de renforcer cette connexion chimique. Cela peut sembler simple, mais ces gestes ont un impact réel et mesurable sur la qualité de notre relation. Il est également intéressant de noter que la dopamine, bien qu'elle soit associée à l'excitation du début de la relation, peut continuer à jouer un rôle dans les relations à long terme. Des études ont montré que les couples qui partagent régulièrement de nouvelles expériences ensemble, comme voyager ou apprendre une nouvelle activité, stimulent la libération de dopamine, ravivant ainsi l'étincelle du début. Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a mis en évidence que les couples qui expérimentent de nouvelles activités ensemble rapportent un niveau de satisfaction relationnelle plus élevé. Cela rejoint l'idée philosophique que l'amour est une aventure, une quête qui demande curiosité et exploration. Ainsi, l'amour est une danse entre les différentes substances chimiques dans notre cerveau. L'ocytocine nous lie, la dopamine nous excite, et d'autres molécules comme la sérotonine et l'endorphine contribuent à notre bien-être et à notre équilibre émotionnel. Mais ce qui est fascinant, c'est que nous avons le pouvoir d'influencer cette danse. En étant conscients de l'importance de la proximité, de l'attention portée à l'autre et du partage de nouvelles expériences, nous pouvons littéralement nourrir notre amour. Alors, comment utiliser ces connaissances pour être plus heureux dans nos relations? Tout d'abord, souvenez-vous que l'amour n'est pas seulement une question de sentiments, mais aussi de biologie. Les moments d'intimité et d'affection créent des réactions chimiques dans notre cerveau qui renforcent notre lien. Lorsque vous prenez un moment pour embrasser votre partenaire ou pour lui dire combien il ou elle compte pour vous, vous faites bien plus que simplement exprimer un sentiment. Vous créez une réaction chimique qui renforce votre relation. De plus, si vous ressentez parfois que l'étincelle s'estompe, ne paniquez pas. La science nous montre que cela est tout à fait normal. Le flot initial de dopamine peut diminuer avec le temps, mais cela ne signifie pas que l'amour est perdu. En partageant de nouvelles activités, en sortant de votre routine et en vivant des moments de nouveauté ensemble, vous pouvez raviver cette excitation et retrouver cette sensation de nouveauté. Vous avez le pouvoir de recréer l'étincelle. En somme, l'amour est à la fois un sentiment et une expérience biologique. Les neurosciences nous montrent que nous avons le pouvoir, grâce à nos actions et à nos choix, de cultiver et de renforcer cet amour. Vous méritez de vivre une relation épanouissante, et la bonne nouvelle est que vous avez des outils à portée de main pour y parvenir. Prenez le temps de créer des moments de proximité, de montrer de l'affection et d'expérimenter ensemble. Chaque geste compte, chaque moment partagé crée des liens et chaque nouvelle expérience nourrit l'amour. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la science peut réellement nous guider dans la recherche de l'âme sœur et comment la philosophie peut nous aider à élargir notre compréhension de ce que signifie trouver un partenaire de vie. Car oui, l'amour est une quête, et cette quête est à la portée de chacun. Chapitre 3. Comment la science peut t'aider à trouver votre âme sœur. Trouver l'âme sœur est un rêve partagé par beaucoup, mais cette quête peut souvent sembler complexe et incertaine.
La bonne nouvelle est que la science et la philosophie nous offrent des pistes intéressantes pour nous guider. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment les neurosciences, la psychologie et la philosophie peuvent nous aider à mieux comprendre ce que signifie trouver l'âme sœur et comment augmenter nos chances de rencontrer une personne compatible. Commençons par une idée que la philosophie a longtemps défendue. L'âme sœur n'est pas forcément une personne prédestinée, mais plutôt quelqu'un avec qui nous pouvons développer une profonde connexion. Aristote, par exemple, nous parlait de l'amitié vertueuse, qui repose sur des valeurs communes, le respect et l'admiration réciproque. Selon lui, le bonheur et l'épanouissement dans une relation dépendent de la construction d'un lien basé sur la vertu. En d'autres termes, l'âme sœur n'est pas une question de hasard, mais de compatibilité et d'efforts partagés. Les recherches en psychologie moderne confirment cette idée. Une étude menée par l'Université de Toronto a montré que les couples les plus heureux et les plus satisfaits ne sont pas ceux qui se ressemblent sur le plan de la personnalité, mais plutôt ceux qui partagent des valeurs et des objectifs de vie similaires. Les chercheurs ont découvert que la similitude des valeurs, comme l'importance accordée à la famille, aux ambitions personnelles ou à l'honnêteté, joue un rôle bien plus important dans le développement d'un amour profond et durable que des goûts ou des intérêts similaires. Cela rejoint la philosophie d'Aristote. La qualité de l'amour réside dans le partage de la vertu et des valeurs. Mais comment trouver cette personne avec qui nous pourrions partager de telles valeurs et construire un lien profond? C'est ici que les neurosciences nous apportent un éclairage surprenant. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology a mis en évidence l'effet de la simple exposition. Plus nous sommes exposés à une personne, plus nous avons tendance à la trouver attrayante. Cette exposition répétée crée une sensation de familiarité, ce qui peut renforcer l'attirance. Cela explique pourquoi les relations amoureuses naissent souvent dans des contextes où les personnes se côtoient régulièrement, comme le travail, les cercles d'amis ou les activités sociales. Cependant, il ne s'agit pas seulement de passer du temps ensemble. La recherche suggère que la manière dont nous interagissons avec l'autre joue un rôle crucial. Une étude de l'Université de Rochester a démontré que les individus qui posent des questions personnelles et s'intéressent sincèrement à l'autre personne ont plus de chances de créer une connexion émotionnelle profonde. En effet, lorsque nous partageons des informations personnelles, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, ce qui favorise un sentiment de confiance et de proximité. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la recherche de notre âme sœur? Tout d'abord, il est important d'être ouvert et patient. Trouver une personne avec qui partager des valeurs communes et développer une relation épanouissante prend du temps. Cela nécessite de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout d'interagir de manière authentique. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas à poser des questions significatives. Parlez de ce qui est important pour vous, partagez vos valeurs et écoutez attentivement ce que l'autre personne a à dire. Plus vous êtes sincère dans vos interactions, plus vous augmentez vos chances de trouver une personne qui partage votre vision de la vie. En parallèle, il est crucial de cultiver un certain état d'esprit. Les études en psychologie positive montrent que les personnes qui adoptent une attitude de gratitude et de bienveillance attirent davantage de relations positives. Une étude menée à l'Université de Californie a révélé que les individus qui expriment régulièrement de la gratitude dans leur vie sont perçus comme plus attirants et ont plus de chances d'établir des connexions significatives. La gratitude stimule la production de dopamine, créant un sentiment sonde. Cette idée se reflète dans la science moderne. Des recherches menées par l'Université de Washington ont montré que les couples les plus heureux ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais, mais ceux qui ont appris à gérer leurs différences avec bienveillance et respect. La philosophie stoïcienne rejoint ce point de vue en nous encourageant à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à concentrer nos efforts
sur ce que nous pouvons améliorer. Ainsi, trouver l'âme sœur n'est pas une question de perfection ou de magie. C'est avant tout une question de compatibilité, de valeurs partagées et de communication authentique. En étant ouverts, curieux et prêts à partager nos pensées et nos émotions, nous créons un terrain propice à l'émergence de l'amour. En cultivant la gratitude et l'acceptation, nous augmentons notre attractivité et notre capacité à développer des relations profondes. Il est également important de se rappeler que la recherche de l'âme sœur est un voyage. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de doute, et c'est parfaitement normal. Ce que nous apprenons de la philosophie et de la science, c'est que l'amour ne se trouve pas uniquement à l'extérieur de nous, mais aussi en nous. En étant sincèrement nous-mêmes, en embrassant nos valeurs et en nous ouvrant à l'autre, nous créons les conditions idéales pour qu'une connexion authentique se développe. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, n'ayez pas peur d'être vulnérable, d'exprimer ce qui compte pour vous et de poser des questions profondes. Ne vous contentez pas de chercher des intérêts communs superficiels, mais explorez les valeurs, les rêves et les aspirations. Soyez patient et bienveillant, tant envers vous-même qu'envers les autres. Rappelez-vous que l'âme sœur n'est pas une personne parfaite, mais quelqu'un avec qui vous pouvez construire un amour basé sur la compréhension, la confiance et le respect. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les petits gestes du quotidien qui nourrissent l'amour et la connexion. Parce qu'une fois que nous avons trouvé cette personne spéciale, il est tout aussi essentiel de savoir comment cultiver et faire grandir ce lien. Chapitre 4. Cultiver l'amour au quotidien, les petits gestes qui comptent. Trouver l'âme sœur est un moment merveilleux, mais ce n'est que le début. Une relation amoureuse épanouissante se construit et se cultive jour après jour. Les petites attentions, les gestes d'affection et la manière dont nous communiquons avec notre partenaire sont autant de facteurs qui déterminent la qualité de notre relation. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment les petits gestes quotidiens peuvent renforcer l'amour et comment la science soutient l'importance de ces moments. Commençons par une idée simple mais puissante, les gestes de gratitude. La gratitude est une force qui peut transformer notre relation et la rendre plus solide. Une étude menée à l'Université de Californie a révélé que les couples qui expriment régulièrement de la gratitude l'un envers l'autre ressentent plus de satisfaction dans leur relation et sont plus résilients face aux conflits. Cette pratique simple, remercier son partenaire pour de petites choses, exprimer sa reconnaissance pour sa présence et ses actions, active le système de récompense dans notre cerveau, augmentant la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Cela renforce notre lien affectif et crée une boucle positive de bien-être dans le couple. Mais il ne s'agit pas seulement de gratitude. Les neurosciences nous montrent que les gestes physiques, aussi simples soient-ils, ont un impact immense sur notre cerveau et notre bien-être. L'ocytocine, que nous avons évoquée dans le chapitre précédent, est libérée lorsque nous nous touchons, nous embrassons ou nous tenons la main. C'est ce que l'on appelle l'hormone de l'amour, car elle renforce le lien entre les partenaires. Une étude de l'Université de Zurich a démontré que les couples qui se tiennent la main régulièrement et partagent des moments de tendresse ressentent moins de stress et se sentent plus connectés émotionnellement. Alors, comment pouvons-nous intégrer ces gestes au quotidien ? La première étape est de prendre conscience de leur importance. Beaucoup de couples, pris par le rythme effréné du quotidien, oublient ces petites attentions. Pourtant, il suffit de quelques secondes pour poser une main sur l'épaule de son partenaire, pour l'embrasser avant de partir le matin, ou pour le regarder dans les yeux et lui dire « merci ». Ces gestes, bien que simples, ont un effet profond sur notre cerveau et notre bien-être émotionnel. Ensuite, il y a l'importance des routines positives.
Les psychologues ont découvert que les couples qui ont des rituels réguliers, comme partager un repas, se promener ensemble ou se souhaiter une bonne journée, ont tendance à être plus heureux et à ressentir une plus grande connexion. Ces moments de routine ne sont pas banals. Ils sont des points d'ancrage qui renforcent la relation. Une étude publiée dans le Journal of Family Psychology a montré que les couples qui s'engagent dans des rituels de couple, même simples, ont une perception plus positive de leur relation et de leur partenaire. Mais au-delà des gestes physiques, la communication quotidienne joue un rôle crucial. Parler, écouter et surtout s'intéresser à ce que ressent l'autre sont des éléments essentiels pour nourrir l'amour. Les neurosciences nous enseignent que lorsque nous écoutons activement notre partenaire, notre cerveau libère également de l'ocytocine. Cette écoute renforce la connexion et la confiance mutuelle. Une étude du Gottman Institute, qui s'est penchée sur les facteurs de succès des couples, a démontré que les couples qui pratiquent régulièrement l'écoute active, c'est-à-dire qui prennent le temps d'écouter sans interrompre et sans juger, sont plus susceptibles de surmonter les conflits et de maintenir une relation épanouissante. Alors, comment mettre en pratique ces idées ? Tout d'abord, essayez de créer des moments de connexion dans votre journée. Cela peut être le simple fait de partager un café le matin, de se tenir la main en marchant ou de parler de votre journée le soir. Ensuite, intégrez des petits gestes d'attention, un sourire, un compliment, un mot doux. Ces petites actions ont un effet cumulatif qui renforce la relation. Enfin, prenez l'habitude d'écouter activement votre partenaire. Demandez-lui comment il ou elle se sent, ce qui le ou la préoccupe, et écoutez avec bienveillance. De plus, il est essentiel de se rappeler que ces gestes ne sont pas seulement pour les moments de bonheur. Lorsque des conflits surviennent, et c'est inévitable dans toute relation, les neurosciences nous montrent que les gestes de réconfort peuvent aider à apaiser les tensions. Une étude réalisée par l'Université de Pittsburgh a révélé que le simple fait de se tenir la main peut réduire l'activité dans les zones du cerveau associées au stress et à l'anxiété. Ainsi, au lieu de s'éloigner lorsque les problèmes surgissent, essayez de vous rapprocher. Un câlin, un geste tendre, peut faire des merveilles pour désamorcer un conflit et montrer à l'autre que vous êtes là, même dans les moments difficiles. Enfin, la philosophie peut aussi nous guider ici. Les stoïciens, par exemple, nous rappellent que l'amour est un acte volontaire, un engagement quotidien. L'amour n'est pas une simple émotion qui va et vient, c'est un choix. Chaque petit geste que nous faisons pour l'autre est une manière de cultiver ce choix. C'est en agissant avec intention et bienveillance que nous nourrissons notre amour et que nous le renforçons. En résumé, les petites attentions quotidiennes sont bien plus que de simples gestes. Ils sont le ciment de notre relation, les liens invisibles qui nous unissent et nous rapprochent. Grâce à la gratitude, aux gestes d'affection, aux routines positives et à la communication bienveillante, nous pouvons créer un environnement dans lequel l'amour peut s'épanouir. N'oubliez pas, l'amour est une construction. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire compte. Vous avez le pouvoir, chaque jour, de nourrir et de renforcer votre relation. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour dire merci, pour embrasser votre partenaire, pour écouter et être présent. Ces petits gestes, faits avec amour, créeront une relation solide et épanouissante. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la communication, car il n'y a pas de couple sans défi. Savoir communiquer et écouter est l'une des clés pour surmonter les obstacles et faire grandir l'amour. Chapitre 5. La communication, clé d'un amour durable. Aucun couple n'échappe aux défis et aux moments de tension. La question n'est pas de savoir si des problèmes vont survenir, mais plutôt comment les surmonter ensemble. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'importance de la communication dans une relation et découvrir comment des techniques simples, soutenues par la science et la philosophie, peuvent vous aider à renforcer et à protéger votre amour.
Les philosophes de l'Antiquité, comme Aristote, ont toujours souligné l'importance de la parole et de l'écoute dans les relations humaines. Pour Aristote, l'amitié et l'amour reposent sur la capacité à partager nos pensées et nos émotions avec l'autre. L'écoute et le dialogue sont les fondements d'une relation saine et vertueuse. Les neurosciences modernes soutiennent cette idée, révélant que la communication a un impact direct sur notre cerveau et sur la qualité de notre relation. Commençons par une étude menée par le célèbre Gottman Institute, qui s'est intéressé aux facteurs prédictifs de réussite ou d'échec d'une relation. L'une de leurs découvertes les plus marquantes est que les couples qui ont appris à se parler de manière respectueuse et bienveillante, même lors des désaccords, sont bien plus susceptibles de rester ensemble et de se sentir heureux dans leur relation. Leurs recherches ont démontré que ce n'est pas l'absence de conflit qui fait la force d'un couple, mais plutôt la manière dont les partenaires communiquent pendant et après les conflits. Alors, que signifie bien communiquer ? La clé réside dans l'écoute active. L'écoute active, c'est être pleinement présent pour l'autre, sans interrompre, sans juger et sans chercher immédiatement à résoudre le problème. Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous nous sentons écoutés, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui favorise la confiance et le lien. Une expérience menée par l'université d'Emory a démontré que l'écoute active réduit le stress et renforce les connexions neuronales liées à l'empathie et à la compréhension. Cela signifie que prendre le temps d'écouter véritablement votre partenaire crée une connexion plus profonde et réduit les tensions. Voici une technique simple pour pratiquer l'écoute active. Lorsque votre partenaire parle, faites une pause et répétez doucement ce qu'il ou elle a dit pour montrer que vous avez bien compris. Par exemple, si votre partenaire dit « Je me sens souvent seul quand tu es absorbé par ton travail », vous pouvez répondre « Je comprends que tu te sens seul quand je suis occupé par mon travail ». Ce geste d'écoute non seulement montre que vous êtes attentif, à ses émotions, mais crée également un espace où l'autre se sent en sécurité pour exprimer ses sentiments. La communication efficace ne se limite pas à l'écoute. Elle implique aussi l'art de parler de manière constructive. Lorsque nous abordons un sujet sensible ou exprimons nos ressentis, les neurosciences nous conseillent d'utiliser des phrases à la première personne, comme « je ressens » ou « je pense ». Dire « je me sens délaissé » quand tu ne me parles pas de ta journée est bien plus efficace et moins accusateur que de dire « tu ne me parles jamais ». Les études montrent que ce type de langage réduit l'activation de l'amygdale, une région du cerveau associée aux réponses de peur et de défense, ce qui permet de désamorcer les conflits. Parlons aussi des moments de silence. Oui, la communication ne signifie pas toujours parler. Les silences partagés, loin d'être des malaises, peuvent renforcer le lien. La philosophie bouddhiste souligne l'importance de la présence silencieuse, où l'on est simplement là, ensemble, sans chercher à remplir le vide par des mots. Des études en psychologie positive montrent que les couples qui se sentent à l'aise dans le silence partagent souvent une connexion plus profonde. Lorsque vous vous sentez calme et connecté dans ces moments de silence, cela démontre une confiance mutuelle et une compréhension implicite. Et puis, il y a l'humour. Les philosophes comme Épicure nous rappellent que le bonheur se trouve dans les plaisirs simples de la vie, y compris le rire. Rire ensemble, plaisanter sur des situations du quotidien, aide à relâcher la pression et à créer une complicité. Des recherches en psychologie ont montré que l'humour agit comme un lubrifiant social, diminuant les tensions et facilitant la résolution des conflits. Une étude de l'Université de Kansas a révélé que les couples qui partagent régulièrement des moments d'humour ont une perception plus positive de leur relation et une meilleure gestion des désaccords. Enfin, il est essentiel de parler de la réparation après un conflit. Tous les couples se disputent,
Mais ce qui fait la différence, c'est la manière de se réconcilier. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de reconnaître nos erreurs et de s'efforcer de s'améliorer. Lorsque vous avez un désaccord, prenez un moment pour respirer, pour vous calmer, puis revenez vers l'autre avec une attitude d'ouverture et de volonté de réparation. Des recherches en neurosciences ont montré que les gestes de réconciliation, comme un câlin ou des paroles d'apaisement, réduisent le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et renforcent la production d'ocytocine. Cela signifie que les efforts de réparation ont un impact biologique qui favorise le retour à une connexion positive. Alors, comment intégrer ces principes dans votre relation? Commencez par pratiquer l'écoute active. Lorsque votre partenaire s'exprime, écoutez sans interrompre, sans juger, et répétez ce que vous avez entendu. Ensuite, adoptez un langage à la première personne pour exprimer vos ressentis, afin de désamorcer les réactions de défense. N'ayez pas peur des silences. Savourez ces moments de calme partagés. Et surtout, n'oubliez pas de rire ensemble et d'utiliser l'humour pour alléger les tensions. Rappelez-vous également que la communication n'est pas une question de perfection, mais d'engagement à être présent et bienveillant. Vous avez le droit de faire des erreurs, de mal exprimer vos émotions, de parfois réagir de manière excessive. L'essentiel est de revenir à l'autre, de s'excuser si nécessaire, et de s'efforcer d'améliorer votre manière de communiquer. Dans le prochain chapitre, nous aborderons comment raviver l'étincelle dans les relations à long terme. Parce que oui, l'amour évolue, et il est possible de retomber amoureux encore et encore. Chapitre 6. Recréer l'étincelle. Retomber amoureux. L'amour évolue. Au début, tout est excitation et passion, mais avec le temps, la routine et les obligations quotidiennes peuvent parfois éteindre l'étincelle. Cela ne signifie pas que l'amour est perdu, loin de là. Ce chapitre explore comment la science et la philosophie nous montrent qu'il est possible de raviver la flamme dans une relation à long terme, et même de retomber amoureux de son partenaire encore et encore. Commençons par une idée fondamentale. L'amour est une aventure, une quête constante. La philosophie nous enseigne que l'amour n'est pas figé. Les stoïciens, par exemple, affirment que la constance et l'effort sont au cœur de toute relation réussie. Pour eux, l'amour est un acte volontaire et conscient. De leur côté, les neurosciences renforcent cette idée. L'amour n'est pas un état, mais un processus dynamique qui peut être réactivé. L'une des découvertes les plus surprenantes dans le domaine de la psychologie des relations concerne le pouvoir des nouvelles expériences partagées. Une étude menée par l'université Stony Brook a montré que les couples qui vivent ensemble des activités nouvelles et stimulantes, comme voyager, découvrir un nouveau hobby ou même simplement explorer un nouvel endroit dans leur ville, ressentent un regain de passion et de connexion. Pourquoi? Parce que ces expériences excitantes stimulent la libération de dopamine, la même hormone qui est impliquée dans l'euphorie des débuts amoureux. Le cerveau associe alors cette montée de dopamine à la présence de votre partenaire, ce qui ravive l'attraction initiale. Alors, comment utiliser cette information? Tout d'abord, soyez intentionnel. Réservez du temps pour planifier des activités nouvelles. Cela ne signifie pas nécessairement partir en voyage à l'autre bout du monde. Cela peut être aussi simple que de prendre un cours de cuisine ensemble, de faire une randonnée dans un endroit que vous ne connaissez pas, ou d'organiser une soirée spéciale à la maison avec un thème que vous n'avez jamais exploré. Le but est de sortir de la routine, d'éveiller la curiosité et de redécouvrir votre partenaire à travers de nouvelles expériences. Ensuite, reconnectez-vous avec ce qui vous a rapproché au début. Des recherches en psychologie montrent que se remémorer ensemble les bons souvenirs peut renforcer le lien émotionnel. Essayez de revisiter les endroits où vous vous êtes rencontrés ou où vous avez passé des moments spéciaux. Parlez de vos souvenirs heureux.
de ce qui vous a fait tomber amoureux au départ. Ces souvenirs activent les circuits de récompense dans le cerveau, les mêmes qui sont impliqués lors de la phase de l'attraction. Cela peut contribuer à raviver les sentiments d'amour et de désir. Une autre technique efficace pour raviver l'étincelle est de recréer des rendez-vous. Dans la vie de couple, il est facile de tomber dans la routine et d'oublier les petits gestes que l'on faisait au début pour séduire l'autre. Organiser des rendez-vous à l'ancienne peut aider à renouer avec l'excitation des débuts. Choisissez une soirée et faites-en une occasion spéciale. Habillez-vous, choisissez un restaurant ou préparez un repas à la maison. Et surtout, prenez le temps de vous parler, comme si vous redécouvriez votre partenaire. Une étude publiée dans le Journal of Marriage and Family a montré que les couples qui continuent à organiser des sorties et des moments dédiés l'un à l'autre rapportent un niveau de satisfaction plus élevé dans leur relation. Mais raviver l'amour ne se limite pas aux activités. La philosophie nous apprend l'importance de l'attention portée à l'autre. Kierkegaard, philosophe danois, disait que l'amour véritable se trouve dans l'attention et le regard porté sur l'être aimé. Les neurosciences nous confirment que l'attention renforce le lien. En prenant le temps de remarquer les petites choses, de complimenter, de montrer de l'intérêt pour les pensées et les sentiments de votre partenaire, vous créez des moments de connexion. Et ces moments, accumulés, nourrissent l'amour. Il est également crucial de raviver l'intimité physique. La proximité et le toucher ont un impact direct sur la chimie du cerveau. Des études ont démontré que des gestes simples, comme un câlin, une caresse ou un baiser, déclenchent la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. L'ocytocine ne se contente pas de créer une sensation de bien-être, elle renforce également le sentiment de sécurité et d'attachement. Dans une étude réalisée par l'Université de Vienne, les chercheurs ont découvert que les couples qui maintiennent une intimité physique régulière rapportent un niveau de bonheur plus élevé et une meilleure satisfaction relationnelle. Donc, si vous voulez raviver l'étincelle, faites de l'intimité une priorité. Cela ne signifie pas seulement la sexualité, mais aussi les petits gestes, tenir la main, se blottir ensemble, se regarder dans les yeux. Ces moments créent une connexion émotionnelle et physique. Et n'oublions pas l'importance de l'expression de l'amour et de la gratitude. Souvent, dans les relations à long terme, nous oublions de dire à notre partenaire combien il ou elle compte pour nous. Pourtant, des études montrent que l'expression de l'amour renforce la connexion. Une expérience réalisée par l'Université de Caroline du Nord a révélé que les couples qui expriment régulièrement de l'affection et des mots doux ont un niveau de satisfaction relationnelle bien supérieur. Prenez le temps de dire « Je t'aime »,« Je t'apprécie » ou « Merci pour ce que tu fais ». Ces mots, bien que simples, créent un impact profond. Enfin, la philosophie nous rappelle que l'amour est une redécouverte constante. Nietzsche, par exemple, disait que l'amour, c'est voir l'autre comme une énigme à résoudre. Plutôt que de considérer votre partenaire comme acquis, voyez-le comme une personne qui évolue, change, grandit. Chaque jour est une nouvelle occasion de le ou la redécouvrir, de lui poser des questions, d'apprendre qui il ou elle est devenu. Cette curiosité maintient l'intérêt et l'attraction. En résumé, raviver l'étincelle dans une relation à long terme est tout à fait possible. La science et la philosophie nous donnent des pistes claires. Vivre de nouvelles expériences, se reconnecter aux bons souvenirs, raviver l'intimité physique, exprimer de la gratitude et voir l'autre comme une personne en constante évolution. L'amour est une aventure, et comme toute aventure, il demande de l'attention, de la curiosité et de l'engagement. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de retomber amoureux de votre partenaire encore et encore. Il suffit d'un peu d'effort, de créativité et d'intention. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'importance de l'amour-propre et comment il constitue la base d'une relation épanouissante. Chapitre 7. L'amour de soi,
la base d'une relation épanouissante. Dans notre quête de l'amour et du bonheur à deux, nous oublions souvent une composante essentielle, l'amour de soi. S'aimer soi-même n'est ni égoïste ni narcissique. C'est au contraire une condition préalable pour aimer pleinement l'autre. Dans ce chapitre, nous allons explorer pourquoi l'amour de soi est crucial pour créer et entretenir des relations épanouissantes. Nous verrons aussi comment la philosophie et les neurosciences soutiennent cette idée et nous donnent des outils pour la cultiver. La philosophie, notamment les enseignements stoïciens, nous rappelle que l'amour propre est la source de la sagesse et du bien-être. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la connaissance de soi et de l'acceptation de nos propres imperfections. Selon eux, pour aimer l'autre, il faut d'abord accepter et aimer qui nous sommes. Cette idée rejoint la philosophie bouddhiste, qui souligne la compassion envers soi-même comme une étape essentielle vers la paix intérieure et par conséquent vers une relation harmonieuse avec les autres. Mais comment cela se traduit-il dans notre cerveau ? Les neurosciences ont montré que l'amour de soi active les mêmes zones cérébrales que l'amour romantique. Une étude de l'université d'Exeter a révélé que l'autocompassion, c'est-à-dire le fait de se parler à soi-même avec bienveillance et compréhension, augmente l'activité dans le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la régulation des émotions et à la prise de décision. Cette région est également impliquée dans notre capacité à ressentir de l'empathie. En d'autres termes, plus nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, plus nous sommes capables d'être empathiques et présents pour l'autre. Une autre étude intéressante menée par l'université de Berkeley a montré que les personnes ayant une haute estime de soi sont plus susceptibles d'attirer et de maintenir des relations saines. Pourquoi ? Parce qu'elles ne cherchent pas désespérément l'approbation ou l'amour de l'autre pour se sentir complètes. Elles sont capables de fixer des limites, de respecter leurs propres besoins et de faire preuve d'authenticité. En s'aimant et en se respectant, elles créent un espace dans lequel l'autre peut s'épanouir sans pression ni attentes excessives. Alors, comment développer cet amour de soi dans la vie quotidienne ? Tout d'abord, il est essentiel de cultiver une attitude de bienveillance envers soi-même. Nous sommes souvent notre propre pire critique, jugeant sévèrement nos erreurs et nos défauts. Pourtant, la science montre que la bienveillance envers soi est l'un des meilleurs moyens d'améliorer notre bien-être et notre capacité à aimer. Commencez par changer la manière dont vous vous parlez à vous-même. Plutôt que de vous reprocher vos erreurs, essayez de vous parler comme vous le feriez avec un « eux », ami « eux », avec douceur, compréhension et encouragement. Un exercice efficace est celui de l'autocompassion, développé par la psychologue Christine Neff. Elle propose de prendre quelques minutes chaque jour pour se rappeler que l'imperfection fait partie de la condition humaine. Lorsque vous vous sentez déçu de vous-même, dites-vous « Je suis humain et tout le monde fait des erreurs. Je me pardonne et j'accepte de grandir à partir de cette expérience. » Des études ont montré que cet exercice simple augmente les niveaux d'ocytocine dans le cerveau, renforçant les sentiments de calme et de bien-être. Ensuite, apprenez à reconnaître vos besoins et à fixer des limites. L'amour de soi implique de se connaître et de se respecter. Prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir heureux, et épanoui dans votre relation. Est-ce du temps pour vous, des moments de solitude, des activités qui vous font du bien ? Identifiez ces besoins et osez les exprimer à votre partenaire. Des recherches en psychologie ont démontré que les personnes qui savent communiquer leurs besoins et fixer des limites ont des relations plus équilibrées et harmonieuses. Cela crée un espace de respect mutuel et empêche les ressentiments de s'accumuler. La pratique de la gratitude envers soi-même est également un outil puissant. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce que nous n'aimons pas chez nous, sur nos échecs et sur nos manques.
Pourtant, prendre le temps de reconnaître et de célébrer nos forces, nos succès et nos qualités peut transformer notre perception de nous-mêmes. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la gratitude augmente l'activité dans le cortex préfrontal, renforçant ainsi les circuits neuronaux liés au bonheur et à la satisfaction. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses dont vous êtes fier ou reconnaissant envers vous-même. Cela peut être de petites choses, comme avoir écouté votre partenaire avec attention ou avoir pris soin de votre bien-être. Cet exercice contribue à développer une image de soi positive et à renforcer l'amour-propre. L'amour de soi inclut également le soin de son corps. Des études ont montré que l'activité physique, le sommeil et une alimentation équilibrée jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous envoyons un message puissant à notre esprit. Je mérite de me sentir bien. En vous accordant du temps pour bouger, pour bien manger et pour vous reposer, vous améliorez non seulement votre santé physique, mais aussi votre estime de vous. Cela se reflète ensuite dans votre relation, car vous vous sentez plus confiant, plus équilibré et plus à même de donner de l'amour. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'amour de soi est un voyage et non un état fixe. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous sommes constamment en train de devenir, d'apprendre et de grandir. Ainsi, soyez patient et indulgent avec vous-même. L'amour de soi ne signifie pas être parfait, mais être en paix avec qui l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. En vous aimant et en vous acceptant, vous créez un environnement intérieur propice à l'amour et à la connexion avec l'autre. En résumé, l'amour de soi est la fondation sur laquelle se construit une relation épanouissante. En vous aimant, en reconnaissant vos besoins, en prenant soin de vous et en pratiquant l'autocompassion, vous renforcez non seulement votre bien-être, mais aussi votre capacité à aimer pleinement l'autre. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau et dans votre esprit, et en cultivant cet amour-propre, vous devenez un partenaire plus fort, plus aimant et plus présent. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les doutes et les inquiétudes qui peuvent surgir dans une relation et comment les surmonter pour construire un amour solide et serein. Chapitre 8. Dépasser les doutes et les inquiétudes. Les doutes et les inquiétudes font partie intégrante de toute relation. Que vous soyez en couple depuis des années ou que vous commenciez tout juste une nouvelle histoire, il est normal de ressentir des moments d'incertitude. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de ces doutes, mais plutôt la manière dont vous les abordez et les surmontez. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment la philosophie et la science peuvent vous aider à gérer les inquiétudes et à construire une relation plus sereine et confiante. Commençons par comprendre pourquoi nous ressentons ces doutes. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est programmé pour détecter les menaces. L'amygdale, une petite structure cérébrale, joue un rôle clé dans la réponse à la peur et à l'anxiété. Lorsqu'il s'agit de relations, elle est constamment en alerte, cherchant les signes de danger potentiels, tels que le rejet, l'infidélité ou la perte de l'amour. C'est une réaction naturelle et universelle qui a évolué pour nous protéger. Cependant, dans un contexte de relation amoureuse, cette hypervigilance peut parfois nous pousser à des conclusions hâtives ou à des inquiétudes excessives. Alors, comment surmonter ces doutes ? Une première étape essentielle consiste à reconnaître et accepter que les doutes sont normaux. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous enseignent l'importance de l'acceptation des émotions. Plutôt que de combattre ou de nier nos inquiétudes, les stoïciens nous invitent à les observer avec détachement, à les reconnaître comme des pensées passagères. Ils nous rappellent que nos pensées et nos émotions ne définissent pas la réalité, mais sont simplement des réactions de notre esprit. En adoptant cette perspective, vous pouvez commencer à gérer vos inquiétudes
de manière plus sereine. Par exemple, lorsque vous ressentez un doute, prenez un moment pour respirer profondément et réfléchissez à ce qui déclenche cette émotion. Est-ce une situation particulière, un mot, une action de votre partenaire? En identifiant la source de votre doute, vous prenez du recul et vous êtes mieux préparé pour l'aborder de manière constructive. Les neurosciences soutiennent également l'importance de la pleine conscience dans la gestion de l'anxiété relationnelle. Une étude de l'Université d'Oxford a révélé que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience réduit l'activation de l'amygdale et augmente l'activité dans le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la réflexion et au contrôle émotionnel. Cela signifie que plus vous êtes conscient de vos pensées et de vos émotions, plus vous êtes capable de les réguler et de prendre des décisions éclairées. Une autre stratégie efficace pour dépasser les doutes est de cultiver la communication ouverte et honnête. Les inquiétudes s'amplifient souvent lorsque nous les gardons pour nous. Des études en psychologie montrent que le partage de nos sentiments avec notre partenaire, même lorsqu'ils sont négatifs, favorise la confiance et l'intimité. Cela ne signifie pas exprimer chaque doute de manière impulsive, mais plutôt aborder les sujets de manière réfléchie et bienveillante. Par exemple, au lieu de dire « je ne te fais pas confiance », essayez de formuler votre inquiétude sous la forme d'un ressenti. Parfois, je me sens un peu insécurisé et j'aurais besoin de ton soutien. C'est ici que l'écoute active, abordée dans le chapitre précédent, joue un rôle crucial. Lorsque vous exprimez vos doutes à votre partenaire, donnez-lui la possibilité de répondre, d'expliquer son point de vue et de vous rassurer. En écoutant son ressenti, vous ouvrez un espace de dialogue qui permet de clarifier les malentendus et de renforcer la relation. Une étude du Gottman Institute a révélé que les couples qui communiquent de manière ouverte et respectueuse au sujet de leurs préoccupations ont plus de chances de résoudre les conflits et de renforcer leur connexion. Il est également important de cultiver la confiance, non seulement envers votre partenaire, mais aussi envers vous-même. La philosophie nous enseigne que la confiance commence en nous. Les existentialistes, comme Sartre et Kierkegaard, insistent sur l'importance d'assumer la responsabilité de nos choix et de nos actions. En adoptant une attitude de confiance envers nous-mêmes, nous renforçons notre sentiment de sécurité intérieure. En d'autres termes, en étant conscient de votre valeur, de votre capacité à surmonter les défis et de vos propres limites, vous êtes moins susceptible de laisser les doutes saboter votre relation. Les neurosciences corroborent cette idée. Une étude de l'Université de Montréal a montré que les personnes ayant une haute estime de soi ont des réactions moins intenses à l'anxiété relationnelle. Leur cerveau, en particulier le cortex préfrontal, est plus actif lorsqu'elles sont confrontées à des situations stressantes, ce qui leur permet de réguler leurs émotions de manière plus efficace. Ainsi, travailler sur votre amour-propre, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, contribue également à réduire les inquiétudes relationnelles. Un autre outil puissant pour dépasser les doutes est de pratiquer la gratitude envers votre partenaire. Cela peut sembler surprenant, mais des études ont montré que la gratitude a un effet apaisant sur l'anxiété. Une recherche de l'Université de Californie a révélé que les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus bas et ressentent plus de satisfaction dans leurs relations. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre partenaire et de notre relation, équilibrant ainsi notre tendance naturelle à nous focaliser sur les inquiétudes. Voici un exercice simple à essayer. Chaque soir, prenez un moment pour penser à 3 choses que vous appréciez chez votre partenaire. Cela peut être de petites choses, comme un geste gentil, une parole réconfortante, ou simplement sa présence à vos côtés. En cultivant cette habitude, vous conditionnez votre esprit à voir le positif, ce qui peut atténuer les doutes et renforcer votre connexion. En résumé, les doutes et les inquiétudes
sont normaux dans une relation. La philosophie et la science nous montrent que l'important est de les accepter, de les observer sans jugement et de les aborder de manière ouverte et constructive. En cultivant la pleine conscience, la communication honnête, la confiance en soi et la gratitude, vous pouvez dépasser ces doutes et construire une relation plus sereine et épanouissante. N'oubliez pas, vous méritez d'être heureux, et en paix dans votre relation. Les inquiétudes ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions d'apprendre, de grandir et de renforcer votre amour. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les relations à distance et comment, malgré la séparation physique, il est possible de créer et de maintenir un amour fort et profond. Chapitre 9. Les relations à distance. L'amour au-delà des kilomètres. Les relations à distance peuvent sembler être un défi insurmontable. La séparation physique, l'absence du contact quotidien et parfois le décalage horaire rendent ces relations particulièrement difficiles. Cependant, la distance n'est pas nécessairement une barrière à l'amour. Au contraire, les relations à distance peuvent renforcer le lien, approfondir la confiance et l'intimité émotionnelle, et nous apprendre à mieux communiquer. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment la philosophie et la science peuvent nous aider à surmonter les défis des relations à distance et à cultiver un amour solide malgré les kilomètres. Commençons par une réflexion philosophique. Épicure, philosophe grec, nous enseigne que l'absence et la distance peuvent augmenter l'amour en renforçant notre appréciation de la présence de l'autre. Pour lui, le plaisir se trouve dans le désir lui-même, et l'attente crée un espace où l'amour peut s'épanouir. Cette idée rejoint les recherches modernes en psychologie, qui montrent que l'attente et l'anticipation de revoir l'autre peuvent augmenter les sentiments d'attachement et d'amour. Des études neuroscientifiques renforcent cette idée. Une recherche menée à l'université de Hong Kong a révélé que les couples à distance développent souvent des liens émotionnels plus profonds que ceux vivant ensemble. Pourquoi ? Parce que la distance les oblige à communiquer davantage, à exprimer leurs pensées, leurs émotions et leurs désirs de manière plus explicite. Les neurosciences montrent que ces échanges intenses et fréquents activent les circuits neuronaux liés à l'empathie et à la compréhension, renforçant ainsi le lien affectif. Cela signifie que, bien qu'ils soient séparés physiquement, les couples à distance créent une intimité mentale et émotionnelle qui peut être encore plus forte. Pourtant, il est normal de ressentir des inquiétudes, des moments de tristesse ou de doute lorsque l'on est loin de l'être aimé. La question est donc, comment surmonter ces défis et construire une relation épanouissante malgré la distance? La première étape est de comprendre que la communication est la clé. Dans une relation à distance, la communication devient l'élément central qui maintient le lien. Des études montrent que les couples à distance qui se parlent régulièrement, qui partagent leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs moments de joie, construisent une relation plus solide. Mais la communication ne doit pas être routinière ou superficielle. Il ne s'agit pas seulement de demander « Comment s'est passée ta journée ?», mais de vraiment entrer dans des conversations profondes. Partagez vos pensées, vos rêves, vos peurs. Posez des questions qui vous permettent de découvrir de nouvelles facettes de votre partenaire. Une étude publiée dans le Journal of Communication a révélé que les couples à distance qui partagent des discussions significatives et qui se dévoilent mutuellement sont plus satisfaits de leur relation. Cela rejoint la philosophie de Kierkegaard, qui considérait l'amour comme une quête pour comprendre l'autre dans sa profondeur, dans son mystère. Ensuite, il est crucial de créer des rituels à distance. Les neurosciences nous montrent que les rituels, ces petites habitudes que nous partageons, renforcent les liens émotionnels en stimulant la production d'ocytocine. Dans une relation à distance, il peut s'agir de se souhaiter une bonne nuit tous les soirs,
de s'envoyer une photo le matin ou de regarder un film ensemble via un appel vidéo. Ces rituels créent une routine, un espace de connexion malgré la séparation géographique. Ils deviennent des ancrages qui maintiennent le lien et réduisent le sentiment de solitude. De plus, il est important de planifier des moments à deux. L'anticipation joue un rôle essentiel dans le maintien de l'amour à distance. Les neurosciences montrent que l'anticipation d'un moment agréable active les circuits de récompense dans le cerveau en libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir. Cela signifie que planifier une visite, même si elle est lointaine, renforce le lien. Parlez de ce que vous ferez ensemble, faites des projets. L'attente de ces retrouvailles crée un sentiment d'excitation et de connexion qui aide à surmonter la période de séparation. Cependant, il est aussi essentiel de se donner de l'espace et de respecter l'indépendance de chacun. Dans une relation à distance, il peut être tentant de tout partager, de tout savoir, par peur de perdre le lien. Pourtant, les recherches montrent que préserver une certaine autonomie est crucial. Une étude de l'Université de l'Utah a démontré que les couples à distance qui maintiennent leurs activités personnelles, leurs amis et leurs passions rapportent un niveau de satisfaction relationnelle plus élevé. Cela rejoint l'idée stoïcienne selon laquelle chacun est responsable de son propre bonheur. En cultivant vos propres intérêts, vous vous nourrissez et vous apportez à la relation une énergie positive et équilibrée. Une autre pratique bénéfique est l'expression régulière de l'amour et de l'affection, même à distance. Les neurosciences révèlent que les messages d'affection à distance, comme les mots doux, les compliments et les déclarations d'amour, activent les circuits de récompense dans le cerveau et stimulent la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. Une étude réalisée par l'Université de Purdue a montré que les couples à distance qui expriment fréquemment leur amour et leur gratitude ressentent une plus grande proximité et une plus grande satisfaction dans leur relation. N'hésitez donc pas à dire à votre partenaire combien il ou elle compte pour vous, à lui rappeler vos sentiments, à lui envoyer des messages d'amour. Il est aussi important de gérer les moments de doute et de peur de manière ouverte. La distance peut parfois amplifier les insécurités, la jalousie ou la peur du rejet. C'est ici que la communication et la confiance entrent en jeu. La philosophie bouddhiste nous apprend à accepter nos émotions sans jugement, à les accueillir comme des visiteurs de passage. Plutôt que de réprimer vos inquiétudes, partagez-les avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous ressentez, non pas pour l'accuser, mais pour l'inviter à vous rassurer, à vous comprendre. Les études montrent que l'expression des émotions renforce l'intimité et la confiance. En étant honnête et ouvert, vous permettez à l'autre de vous soutenir et de nourrir le lien malgré la distance. En résumé, les relations à distance demandent de l'engagement, de la créativité et une bonne dose de confiance. La philosophie et la science nous apprennent que l'amour peut s'épanouir au-delà des kilomètres. La communication profonde, les rituels partagés, l'anticipation des retrouvailles, le respect de l'indépendance de chacun et l'expression de l'affection sont autant de clés pour maintenir et renforcer le lien. Vous avez le pouvoir, malgré la séparation, de créer une relation solide, enrichissante et pleine de sens. N'oubliez pas, la distance n'est qu'une épreuve temporaire. Avec de l'amour, de la patience et des efforts, votre relation peut devenir encore plus forte. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'amour inconditionnel et de comment adopter cette force ultime pour transformer et élever votre relation. Chapitre 10. L'amour inconditionnel, la force ultime. Nous arrivons à la dernière étape de notre voyage, une étape qui peut transformer la manière dont nous voyons et vivons l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est cette force ultime qui transcende les conflits, les défauts et les défis du quotidien. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est, sans chercher à le changer ni à le posséder. Dans ce chapitre,
nous allons explorer comment la philosophie et la science nous guident vers l'adoption de cet amour inconditionnel et comment il peut élever nos relations à un niveau supérieur. L'amour inconditionnel trouve ses racines dans la philosophie. Les philosophes bouddhistes, par exemple, parlent de la compassion universelle, qui consiste à aimer l'autre sans jugement, sans attente et sans attachement à l'ego. C'est un amour qui reconnaît et respecte l'humanité de l'autre, avec ses imperfections et ses forces. Pour le bouddhisme, l'amour véritable est un acte de libération, un moyen de se détacher de nos désirs possessifs pour apprécier l'autre dans toute sa réalité. Mais qu'en disent les neurosciences ? L'amour inconditionnel active des zones spécifiques du cerveau. Une étude menée par l'Université de Londres a révélé que l'amour inconditionnel stimule le cortex préfrontal et l'insula, des régions associées à l'empathie, à la compassion et à la prise de décision. De plus, l'activation de ces zones réduit l'activité de l'amygdale, qui est liée à la peur et à l'anxiété. Cela signifie que l'amour inconditionnel peut littéralement apaiser notre esprit, nous aidant à voir l'autre avec un regard plus calme, plus bienveillant et moins réactif. En adoptant cet amour, nous nous ouvrons à une manière d'aimer qui n'est pas gouvernée par nos peurs ou nos désirs, mais par une connexion authentique à l'autre. Pourtant, l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter tout aveuglément. Au contraire, il s'agit d'accepter l'autre tout en fixant des limites saines. Les philosophes existentialistes, comme Sartre et Simone de Beauvoir, nous rappellent que l'amour doit respecter la liberté de chacun. Aimer inconditionnellement, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, tout en reconnaissant nos propres besoins et nos propres limites. C'est dire « Je t'aime tel le que tu es et je me respecte aussi tel le que je suis ». Alors, comment pouvons-nous adopter cet amour inconditionnel dans nos relations ? La première étape est d'apprendre à voir l'autre avec compassion. Une pratique puissante est celle de la méditation de la compassion, une technique utilisée en psychologie positive et inspirée de la philosophie bouddhiste. Cette pratique consiste à se concentrer sur une personne, à imaginer ses souffrances, ses joies, ses espoirs, et à lui envoyer des pensées bienveillantes. Des études ont montré que la méditation de la compassion augmente l'activité dans les régions du cerveau associées à l'empathie et à la régulation des émotions. Elle nous aide à développer une attitude d'acceptation et de compréhension envers l'autre. La deuxième étape consiste à cultiver la gratitude. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, la gratitude est une force qui renforce le lien et apaise les tensions. Dans le contexte de l'amour inconditionnel, la gratitude nous invite à apprécier l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous apporter. Prenez l'habitude de reconnaître et de remercier votre partenaire pour ses qualités, pour les moments partagés, pour sa présence. En vous concentrant sur le positif, vous nourrissez une attitude d'acceptation et de bienveillance qui est au cœur de l'amour inconditionnel. Ensuite, pratiquez le pardon. L'amour inconditionnel inclut la capacité de pardonner, non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Nous sommes tous imparfaits, et dans une relation, il y aura inévitablement des moments de conflit, des erreurs, des malentendus. Les neurosciences nous montrent que le pardon réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau impliquée dans la réaction de peur et de colère, tout en augmentant l'activité dans le cortex préfrontal, associé à l'empathie et au raisonnement. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter des comportements nuisibles, mais plutôt choisir de libérer la rancœur pour faire place à l'amour et à la guérison. La philosophie stoïcienne offre aussi des enseignements précieux sur l'amour inconditionnel. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les pensées des autres, mais seulement notre propre attitude. Aimer inconditionnellement, c'est accepter l'autre dans son humanité, avec ses forces et ses faiblesses, sans chercher à le changer. Cela ne signifie pas rester passif face aux problèmes,
mais plutôt aborder les difficultés avec un esprit ouvert et un cœur bienveillant. Adopter cette perspective nous aide à naviguer les conflits avec calme et respect, renforçant ainsi le lien. Enfin, pour développer l'amour inconditionnel, il est important de se rappeler que cet amour commence par soi. Comme nous l'avons exploré dans le chapitre sur l'amour de soi, aimer l'autre sans condition nécessite d'abord de s'accepter et de se respecter soi-même. En nous libérant de nos propres jugements, de nos peurs et de nos insécurités, nous sommes plus à même d'offrir un amour authentique et inconditionnel à l'autre. En résumé, l'amour inconditionnel est une force puissante qui peut transformer nos relations. En cultivant la compassion, la gratitude, le pardon et l'acceptation, nous pouvons aimer l'autre pour ce qu'il est, tout en respectant nos propres besoins. Cet amour ne nous rend pas passifs, mais nous permet d'aborder les défis de la relation avec calme, sagesse et bienveillance. Vous méritez d'aimer et d'être aimé de cette manière profonde et authentique. L'amour inconditionnel n'est pas un idéal inatteignable. C'est une pratique quotidienne, un choix que nous faisons à chaque instant. En adoptant cet amour, nous créons un espace dans lequel nous et notre partenaire pouvons grandir, nous épanouir et nous connecter au plus profond de nous-mêmes. Ce voyage à travers les différentes facettes de l'amour, soutenu par la philosophie et la science, est une invitation à explorer et à construire un amour plus fort, plus profond et plus heureux. Rappelez-vous, l'amour est une aventure et vous avez le pouvoir de le créer et de le nourrir. Que vous soyez en couple, célibataire ou à la recherche de l'âme sœur, l'amour inconditionnel est une force qui peut enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Vous avez en vous toutes les clés pour vivre un amour épanouissant. Vous méritez l'amour, la joie et le bonheur. Et cela commence ici, avec vous. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les mystères et les merveilles de l'amour. Nous avons exploré ensemble des concepts profonds, des découvertes scientifiques et des conseils pratiques pour nourrir l'amour et le bonheur dans votre vie. Rappelez-vous, l'amour n'est pas un simple sentiment, mais une aventure, un choix quotidien, une œuvre d'art que chacun peut créer. Philosophez, cultivez la bienveillance et soyez heureux. Cet audiobook est un résumé de chaque chapitre, une invitation à réfléchir et à agir. Mais si vous souhaitez aller plus loin, le livre complet est disponible en e-book. Vous y trouverez des astuces pratiques, des exercices concrets et des réflexions encore plus approfondies pour vous guider vers des relations épanouissantes. Je vous encourage à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager cette vidéo pour que nous puissions continuer à construire ensemble une communauté axée sur l'amour et la sagesse. Et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par le livre entier. Merci de votre écoute. Philosophez et soyez heureux, car l'amour et le bonheur sont à portée de main chaque jour.